Bonjour à tous. La guerre d'Algérie, du passé au présent, de la réalité à l'écran, à partir de 12h55. Rendez-vous avec l'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport sur les mémoires de guerre et de la colonisation remis en janvier dernier à l'Élysée, et d'un livre où l'on retrouve ses recommandations, France-Algérie, les passions douloureuses, qui paraît chez Albin Michel. Mais d'abord, un film, celui de Lucas Bellevaux, le réalisateur de Rapt, de La raison du plus faible ou encore de Chez nous, revient avec une adaptation du roman Des hommes de Laurent Mauvigné, paru en 2009 aux éditions de Minuit. Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Daroussin, Catherine Fro notamment, le film sort en salle mercredi et il interroge la mémoire des hommes et celle des guerres à travers les récits et les souvenirs de deux jeunes appelés, deux cousins, la vie d'avant, la vie d'après. Il interroge aussi notre capacité à surmonter les drames personnels. Bienvenue à vous. La grande table. Olivia Gesbert. Surmonter les drames personnels et les traumatismes collectifs. Bonjour Lucas Bellevaux. Bonjour. Après Chez nous, sur la montée du Front National dans le nord de la France, pourquoi vous, le réalisateur d'origine belge, vous vous intéressez à cette guerre d'Algérie ? Ça n'est pas que une histoire française. Non, les guerres sont toujours des histoires humaines d'abord, et que l'humanité, en fait, connaît assez mal les frontières. Moi, en plus, je suis frontalier, donc l'idée de la frontière est assez poreuse, finalement, les frontières. Quand j'étais enfant, j'ai passé toutes mes vacances en France, en Aveyron, et les copains de mon père étaient la génération de ceux qui l'avaient faite, c'était des appelés. Et donc, j'ai entendu beaucoup de récits, certains que j'aurais pas dû entendre d'ailleurs, parce que quand on est enfant, quand on est petit, on a 10 ans, 9 ans, 10 ans, on entend des choses à travers les portes ou des bribes de conversation qui disent ce que les enfants ne sont pas censés entendre et qui racontent ce que c'est que la guerre, ce que c'est... voilà. Et donc, cette histoire-là m'a toujours... En fait, ces gens-là sont pratiquement les seuls que j'ai connus, ces hommes-là qui avaient fait une guerre. Et quand on est un jeune garçon de ma génération, la guerre, c'est quelque chose d'important. On faisait le service militaire, on nous préparait peut-être à faire la guerre un jour nous-mêmes. C'est-à-dire que toutes les générations avant nous avaient fait la guerre. Donc la guerre, ça restait quelque chose de profondément enfoui chez les garçons. Vous êtes né en 61 et vous le dites, c'est aussi une affaire de génération. Vous êtes né quelques mois seulement avant la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, à l'été 62. Cette histoire, elle est aussi transmise, interprétée différemment d'une génération à l'autre. C'est une guerre tellement singulière, tellement... qu'elle s'inscrit étrangement dans l'histoire des hommes. C'est une guerre coloniale, c'est pratiquement la dernière. Et elle arrive en France. C'est une génération qui a fait une guerre. Les pères avaient fait la guerre de 40, qui était déjà une guerre étrange. Au début, on avait appelé ça la drôle de guerre, mais ils s'étaient quand même beaucoup battus. Et puis, les grands-pères avaient fait 14. Et donc, cette génération-là de garçons, tout à coup, avait perdu la leur et avait fait une guerre qui n'en était pas une. Ils n'avaient pas le statut d'anciens combattants. On leur disait c'était pas Verdun. C'était une guerre sans nom, comme a dit Tavernier. La guerre de 14, c'est la Grande Guerre. La guerre de 40, bon, c'est d'abord la drôle de guerre, ce qui est un curieux nom. Mais après, il y a la résistance, tout ça. Il y a quand même un récit national. Il y a eu des mobilisations nationale générale pour ces deux guerres précédentes. Là, ils partent tous les 3 mois par petits groupes, ils reviennent tous les 3 mois par petits groupes, ils ne savent pas pour combien de temps ils partent. La nation n'est pas derrière eux de façon unanime, et donc ça crée quelque chose de très, très singulier. Benjamin Stora, il vous en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais il dit la guerre d'Algérie, c'est 3 guerres. Il y a la guerre d'indépendance entre les Algériens et les Français. Il y a une guerre civile algérienne entre le FLN et le MNA pour la prise de pouvoir d'après. Et puis, il y a une guerre civile en France avec l'OAS. Et donc, la société française est profondément fracturée par cette guerre. Et alors vous, avec des hommes, quelle guerre vous avez voulu raconter ? C'est cette guerre-là, mais c'est surtout, c'est pas tellement la guerre que je voulais raconter. C'était son impact sur les hommes, sur les familles, sur une société. Et puis, ce qu'elle avait de spécifique, c'est cette guerre-là, ils n'ont pas pu en parler. Et on dit que les appelés d'Algérie n'ont pas voulu parler. Je pense qu'on n'a pas voulu les entendre, surtout. On ne les a pas laissés parler. La France se reconstruisait encore de la guerre précédente, de la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas fini, la reconstruction. La société changeait en profondeur.
avant la guerre d'Algérie, il y a eu la guerre d'Indochine. C'est quand même 2 guerres qui ont retardé la reconstruction de la France. Et donc les types reviennent, ils voudraient parler, ils ont vu des horreurs, certains en ont fait. Et puis on leur dit, bah non, maintenant il faut aller de l'avant, tu as 20 ans, tu t'es marié, tu as des enfants, tu vas en faire. La France se reconstruit, c'est la modernité. Les tracteurs arrivent dans les fermes, les machines à laver dans les maisons. Allez, c'est fini, maintenant regarde pas derrière. Et surtout, tais-toi, c'était pas vraiment une guerre, c'était un service militaire dur, mais c'est bon comme ça, quoi. Voilà, c'était pas Verdun, cette expression que vous avez citée et qui revient dans le film aussi. Lucas Bellevaux, vous confrontez les points de vue dans ce film et c'est ça qui lui donne sa force aussi. Les points de vue, mais aussi les mémoires et les vécus de vos personnages. Avant d'entrer dans leur vie et dans leur esprit, vous estimez que votre place, elle était où? Vous racontiez que vous êtes, vous, Lucas Bellevaux, un frontalier. On a l'impression que justement, vous êtes resté sur la frontière, vous avez marché, vous n'êtes pas passé d'un côté ou de l'autre. Le cinéaste, il ne peut pas se faire arbitre de l'histoire pour vous? J'ai envie de dire que cette histoire-là n'a plus à être arbitrée. Voilà, l'histoire est passée, l'histoire a tranché. On sait que les colonisations étaient une horreur, les guerres coloniales n'avaient aucun sens. Donc, quelque part, il n'y a plus à revenir là-dessus. Il n'y a plus que ceux qui vont instrumentaliser cette guerre dans des buts personnels, politiques, on les connaît, que ce soit en Algérie ou en France. Donc eux, oui, vont entretenir une espèce de flamme comme ça, mais sinon, il y a plus de raison, cette histoire-là. Donc maintenant, ce dont il faut parler... Mais vous auriez pu adopter un point de vue. Et c'est pas le choix que vous avez fait. Non, vous avez moi, souhaité ce film, peut-être comme Laurent Mauvignier souhaitait cette histoire des hommes, d'une manière extrêmement polyphonique, en fait. C'est ce qui lui donne aussi sa force à vos yeux. Je pense que le livre de Laurent, et c'est ça qui m'intéressait, et c'est dans ce sens-là que j'ai fait le film aussi, c'est qu'il se veut réparateur. C'est que tout à coup, il y a tellement de souffrances qui sont encore vives et qui viennent de cette guerre, qu'à un moment, il faut apaiser les discours et il faut panser les plaies. Et dans tous les camps. Et il y a un moment, on a dit tellement de mal, où il a pesé une telle culpabilité sur ses anciens appelés. On a dit tellement de mal des Pieds Noirs. Leur histoire a été tellement mal racontée, tellement instrumentalisée, tellement politisée, que l'aspect humain de la question a été très peu posé, qu'à un moment, il faut dire, ça n'a pas de sens. Il faut maintenant, le temps a passé, 60 ans, c'est la génération des petits-enfants qui ont envie de poser des questions, qui ont envie de savoir. Et donc, le livre et le film après ont envie de ça. Et c'est ce qui vous a touché dans ce livre de Laurent Mauvignier. Vous dites que quand vous l'avez lu, vous avez tout de suite su que vous alliez l'adapter. Il y a eu, en tout cas, cette histoire vous a parlé très rapidement. Oui, tout de suite. J'en ai eu envie parce que c'est la première fois que je lisais un texte qui parlait de ces appelés et de cette guerre et des familles aussi autour. Comment la société française a été traversée par cette guerre, blessée par cette guerre, sans qu'on mette vraiment les mots dessus au bon endroit, je dirais. On était toujours dans un discours politique et je pense dépassé, même si le travail des historiens est encore de raconter ce qu'était précisément la colonisation. Mais dans les familles, c'est plus le sujet. Et pourtant, les plaies sont toujours là. On écoute Laurent Mauvignier. Quel est l'intérêt de faire un roman là-dessus ? Pour moi, l'intérêt, c'était de retrouver l'ignorance du présent. Retrouver ce qui manque beaucoup justement dans la littérature sur la guerre d'Algérie notamment, c'est à chaque fois, vous commencez un livre et au bout de 3 lignes, vous savez à peu près que le narrateur connaît toute l'histoire de la guerre d'Algérie, qu'il a un parti pris qui est déjà pour l'Algérie française ou pour l'indépendance de l'Algérie, j'ai envie de dire peu importe, on sent ça tout de suite. Et moi je voulais retrouver une sorte d'endroit qui était peut-être, en tout cas comme je le fantasmais, l'idée de ce que ces appelés ont pu connaître simplement comme ça, en sortant des gens qui avaient 20 ans, qui connaissaient que la ferme, que leur petit monde rural, comme ça, qui d'un seul coup se retrouvent de l'autre côté de la mer et partir de cet endroit-là. Et en même temps, il y a beaucoup d'ignorance dans ce présent, mais il y a aussi, chacun vient avec sa propre histoire, parce que c'est à partir de ça que c'est possible. Laurent Mauvignier, l'auteur du roman Des Hommes, paru aux éditions de Minuit il y a plus de 10 ans et que vous adaptez aujourd'hui à votre manière, Lucas Bellevaux, Des Hommes, donc à voir au cinéma à partir de mercredi. Elle est fascinante, l'écriture aussi de Laurent Mauvignier. On le voit dès les premières lignes du roman, ça commence par une description, ça commence par le tout petit, l'infime, vraiment le détail qu'il raconte avant de s'ouvrir sur cette grande histoire. Il était plus d'1 heure moins le quart de
l'après-midi et il a été surpris que tous les regards ne lui tombent pas dessus, qu'on ne montre pas d'étonnement parce que lui aussi avait fait des efforts, qu'il porte une veste et un pantalon assorti, une chemise blanche et l'une de ses cravates en sky, comme il s'en faisait il y a 20 ans et qu'on trouve encore dans les solderies. Aujourd'hui, on dira qu'il ne sentait pas trop mauvais. Ainsi commence le livre de Laurent Mauvigné sur ce personnage de Feu de bois, de Bernard, joué dans votre film par Gérard Depardieu. Monumental, colossal, comme il l'est souvent, taiseux, ce personnage aussi. Et on entre dans sa vie, dans sa brutalité, émotionnelle et affective avec vous dans le film. Il y a un côté juste extrêmement cinégénique, très visuel dans l'écriture de Laurent Mauvigné, pour vous, Lucas Bellevaux. Oui, c'est à la fois très cinégénique et très piégeux. Parce que c'est aussi un auteur, je pense, du soliloque. Il y a beaucoup de voix intérieures, les gens se parlent, ils parlent pas beaucoup entre eux, mais ils se parlent beaucoup à eux. Et donc, c'était à la fois très séduisant et très inquiétant avant de se mettre à l'écriture. Et donc, oui, mais quelque part, même dans mes films précédents, dans Rap notamment, j'aime bien cette idée de rentrer directement dans l'action sans avoir de présentation. C'est-à-dire qu'on rentre tout de suite dans ce que vous venez de lire. On raconte des choses très précises, factuelles, et on va découvrir le personnage, son histoire, au fur et à mesure. Et il y a un effet de réel avec ce genre de récit, parce que quand on rencontre quelqu'un, en vrai, dans la vie, on ne connaît pas toute son histoire, on n'a pas un temps d'exposition où les gens se présentent, etc. On rentre et puis ça peut être même violent quelque part. Il peut y avoir un accident de voiture, il peut y avoir une bagarre. Et puis petit à petit, on apprend qui sont les gens, on les découvre petit à petit, ils se révèlent. Et j'aime ça dans les films aussi, qu'on ne me donne pas tout de suite, ou dans les romans. C'est pour garder, alors vous dites c'est piégeux comme écriture aussi pour un réalisateur, mais c'est pour garder cette idée du monologue intérieur, de la vie intérieure des personnages, que vous avez choisi, vous, de mettre en scène ces récits, ces souvenirs, à travers la lecture de lettres, la relecture de lettres durant une nuit entière, par la sœur de ce personnage, qui se replonge dans l'histoire, et par les souvenirs, les souvenirs aussi, et en voix off des comédiens, enfin des personnages. C'est pour ça que vous avez choisi aussi cette forme-là, que vous lui avez donné cette forme à votre film. Oui, la voix off était inévitable. À la fois pour garder la distance par rapport à la violence par moment des situations. Je préfère un récit que de montrer, pour le coup. Alors, on peut se dire que c'est anti-cinématographique, ou c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux voix off, au cinéma. Et là, c'était indispensable, parce que sinon, c'était confronter le spectateur à une violence qu'il ne venait pas forcément chercher. Ensuite, il y avait, à partir du moment où il y avait ces lectures, ces voix off quasi obligatoires, ou ces ressassements, ces soliloques du personnage de Depardieu, fallait en faire quelque chose d'autre de ces voix. Fallait essayer de trouver une espèce de polyphonie. C'est-à-dire qu'il y a les lectures des lettres, mais il y a d'autres choses. Il y a des espèces de dialogues presque en télépathie entre le personnage de Depardieu et celui de Daroussin, où ils se répondent dans la nuit. Chacun est dans son lit à plusieurs kilomètres, enfin dans sa maison à plusieurs kilomètres, et pourtant ils se racontent la même histoire, ils pensent aux mêmes choses parce qu'ils ont la même histoire, qu'ils ont vécu un peu différemment. Et ça a à voir avec la mémoire collective. La voix off raconte aussi la mémoire collective. C'est pour ça aussi qu'il y a des images d'archives un peu à la fin. C'est parce qu'il y a le récit individuel et puis il y a l'histoire telle qu'elle est racontée à la fois par les historiens, mais aussi par la télévision, par les journalistes. Il y a plusieurs temporalités aussi, parce que pendant que ces voix off, ces souvenirs rejaillissent et s'expriment, il y a aussi la situation, le passé qui se joue sur le terrain en Algérie. Des silences, ce n'est pas tant qu'ils ne voulaient pas parler, tous ces appelés à leur retour, c'est surtout que personne ne les écoutait ou ne voulait les écouter. Qui aurait voulu entendre ça ? C'est pas que ça soit dégueulasse, mais il n'y a jamais assez. Puis c'est toujours la même chose. Du cornet de bif, du thon à l'huile, du riz. Toujours du riz ou des faillots. Ouais, je sais bien, j'entends ça partout, mais ça dépend pas de moi. Pas trop d'alcool ? J'en bois jamais. Ça fait marrer les autres. Je t'ai pas écrit qu'il avait été enlevé pendant son retour en ville. Allez, c'est bon, vous pouvez vous rhabiller. Bon pour le service. On avait retrouvé les 2 gendarmes qui l'accompagnaient. Égorgés. Mais pas le docteur. Lui, on l'a retrouvé plus tard. Je ne t'ai pas raconté les opérations dans le Djebel.
la chasse aux fels, les rafles dans les douars, les mechtas. On ne trouvait jamais rien, mais ça calmait les nerfs. Je t'ai pas raconté des zones interdites, des gens expulsés, déplacés, déportés par millions, dans des camps, les villages silencieux, comme des cimetières. Plus rien de vivant sur des centaines de kilomètres carrés, plus rien. Pas un humain, pas une bête. Rien qui aurait pu aider un fellaga à manger. Rien. Et le napalm, dès qu'on repérait une trace de vie, on pacifiait. Extrait du film des Hommes de Lucas Bellevaux. Dans ce village, les anciens n'ont jamais fait la paix. Au retour de la guerre ou des événements, la vie a repris avec ses non-dits, avec ses doutes. Tapis dans l'ombre, ils ont fini par moisir au fil des années, tous ces non-dits. Comment faire un film sur le silence, Lucas Bellevaux ? Avec des voix off. Mais oui, puis c'est montrer les souffrances, c'est trouver des situations, des équivalences. Là, il y a effectivement, il y a comment le personnage de Feu de Bois va agresser le personnage de Saïd. Moi, je me suis beaucoup inspiré aussi de souvenirs d'enfance, justement, avec des copains dont les pères avaient fait la guerre d'Algérie et qui avaient reçu le racisme en héritage, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir de très bons copains ou de très bons collègues de travail algériens avec qui tout allait bien. Mais ils me disaient, moi, je tourne jamais le dos. Je peux boire des coups avec lui, je peux faire la fête avec lui, mais il n'empêche que je lui tournerai jamais le dos parce qu'on ne peut pas faire confiance à un arabe. Et c'était des mecs très gentils qui disaient ça. C'était des bons camarades, c'était des mecs généreux. Et pourtant, il y avait quelque chose un point obscur qui était irréductible, et qui était un racisme irréductible et qui venait directement de là et qu'on leur avait appris parce qu'eux n'avaient rien fait. Et ça m'avait beaucoup marqué, heurté, frappé parce que ça venait de quelqu'un que j'aimais beaucoup, enfin pour qui j'avais beaucoup d'affection. Et ce camarade était raciste à 15, 16 ans, 17 ans. À l'époque, on commençait à travailler pour certains à 14 ans, on rentre en apprentissage à 14 ans. Et donc déjà, très jeune, il y avait ce racisme irréductible qui venait de la guerre d'Algérie. Peut-être que mon envie de faire le film, elle vient de là, de cette rencontre. Et c'est aussi ce racisme du personnage incarné par Gérard Depardieu, de ce Bernard Feu de Bois, Johann Zimmer quand il est jeune, au moment de la guerre, quand vous le filmez à ce moment-là, qu'on essaye de comprendre, parce que ça heurte dès le début, dès ce repas de famille où il pointe du doigt celui qui est dans la pièce, qui le traite de bougnoul. Le bougnoul, c'est ça, je ne me souvenais plus l'insulte qu'il utilise. Et c'est étonnant comment Laurent Mauvigny raconte aussi ce personnage double qu'est Feu de Bois. Il le décrit comme tel. On a tous fait semblant de ne pas entendre, tous fait semblant de croire qu'il parlait seulement comme parlent les alcooliques, bouffés autant par l'alcool que par le ressentiment et la haine. Mais chez lui, il y avait aussi l'aigreur d'un homme prétentieux qui aurait dû renoncer à toutes ses prétentions, tombant les unes après les autres comme des masques incapables de tenir bien fixés sur son visage. Ça, c'est Rabu, l'autre personnage qui parle à ce moment-là de Feu de Bois, de Bernard. Rabu, joué par Jean-Pierre Daroussin. À travers leurs deux trajectoires, vous interrogez aussi la vie d'après. Ce que vous avez évoqué avec le racisme qui s'était installé chez le père de ce camarade et qui se transmettait en héritage. Cette vie d'après, c'est-à-dire comment vivre, comment revivre, à qui parler, comment raconter, que faire de ces souvenirs-là et de ce vécu. Et qui veut les entendre et qui peut les entendre. Parce que c'est aussi la question, c'est quelle mère, quelle épouse, quelle sœur, quel frère, même quel enfant a envie d'entendre que son père a torturé, a tué. Voilà, on peut difficilement dire ça. Personne n'a envie d'entendre ça. Donc le silence vient aussi de là. Donc en plus, la République, enfin les institutions n'ont pas voulu non plus prendre ça en charge. Ils n'ont pas été suivis. Il n'y avait pas les cellules de suivi psychologique. On parlait peu de stress post-traumatique, alors que c'est quelque chose que la médecine militaire française connaît depuis les tranchées. Mais là, tout à coup, il y a une espèce de parenthèse où on ne veut pas entendre ces gens-là. C'est vraiment un point, il vous en parlera, je pense, Benjamin, et il y a d'autres historiens qui travaillent sur cette question-là, et donc c'est difficile de parler de ce silence-là, il faut le traduire au cinéma.
L'historien Benjamin Stora qui nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission à partir de 12h55 à l'occasion de la parution de son livre France-Algérie, les passions douloureuses, qui réunit à la fois son enquête réalisée pour ce rapport demandé par l'Élysée et ses recommandations. En attendant, Lucas Bellevaux, vous êtes notre invité jusqu'à 12h30. We're all insane, searching for fame out there in the talk, shouting our name. Is this the end? They're here for the sport, end of the game. It's over from the start. Resting my soul. Silence is cold. The everything missing the sun. Put down the gun from being everyone. End of the game. It's over from the start. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Il y a l'actualité du cinéma et aussi l'actualité musicale dont on tente de vous rendre compte aussi régulièrement dans cette grande table avec ce nouvel album du français Rover intitulé Ice Keller, la cave à glace, album enregistré dans les glacières Saint-Gilles de Bruxelles. Rover, déconfiné, libéré à son tour, retrouve le chemin des concerts. Ce sera le 5 à Canteleu, le 10 à la Cigale à Paris et il sera aussi le 14 juillet sur la scène des Francopholies de La Rochelle, le festival qui vient d'annoncer sa programmation et surtout qu'il aurait bien lieu. Avec nous, Lucas Bellevaux, jusqu'à 12h30, à l'occasion de la sortie de son film Des hommes sur grand écran. Retour des films dans les salles, ça y est, c'est reparti. Est-ce que vous avez hésité, Lucas Bellevaux, parce qu'on a parlé avec Laurent Mauvigné autour du roman de Laurent Mauvigné, de la réalité et de la fiction. Est-ce que vous avez hésité, comme cinéaste, à mélanger des registres d'images aussi différents que vos propres images avec des images d'archives? Est-ce que vous n'avez pas redouté la confusion des genres? Non, parce qu'elles sont montrées en tant que telles. C'est-à-dire que c'était une façon de raconter la mémoire collective. Le livre de Laurent et le film, enfin dans la représentation des personnages, ça prenait en charge l'intimité des individus dans leurs histoires individuelles, avec le côté assumé sur l'idée qu'on ne peut pas raconter toute l'histoire d'Algérie avec deux personnages, en plus qui viennent du même endroit, qui ont le même âge. Mais après, il y a une histoire collective, une mémoire collective qui est différente et qu'il fallait évoquer. Et donc, c'était une façon d'évoquer ce que je ne pouvais pas raconter à travers mes personnages. On peut dire que la politique s'occupe des mémoires collectives et les artistes, aujourd'hui, peuvent prendre à leur charge les mémoires individuelles, ces récits humains. C'est intéressant parce qu'au moment où votre film sort, revient sur le grand écran celui de Maïwenn avec ADN, où elle raconte son héritage algérien à elle, la manière dont ça a pu être tué aussi ou caché, dont elle se le réapproprie d'une manière très intime. Yamina Benguigui aussi avec Sœur. Et vous, c'est sur cette question des mémoires familiales dans les villages, en fait, de ce secret. Oui, on pourrait se dire que
La mémoire est toujours une fiction, c'est toujours quelque chose qui est reconstruit, même sa propre mémoire, sa propre histoire. Si je vous raconte mon enfance, mon adolescence, forcément je la réécrirai, je me souviendrai pas de tout, si je vais m'en arranger ou pas. Et donc la mémoire est un sujet de fiction et elle est elle-même en partie fiction. Et donc la mémoire collective ou les mémoires nationales, il y a un récit national, on connaît cette notion de récit national où tout à coup on va réécrire l'histoire et on va inventer la mémoire des gens, nos ancêtres les Gaulois. Et donc la fiction, peut-être, elle permet d'assumer ça, enfin de dire, voilà, nous ce qu'on vous raconte, ce n'est qu'un point de vue, mais peut-être que la réalité, elle est plus de ce côté-là que dans un récit officiel. Gérard Depardieu, il a tout de suite dit oui pour le projet. Oui. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans ce rôle? Ça faisait écho à des choses qu'il avait touchées. Il en parle très bien. Lui, il était adolescent quand il a vu revenir les types d'Algérie. Et donc, oui, il les a très bien connus. Et ça, il avait envie de raconter ça. En plus, il a quand même un rapport particulier avec l'Algérie. Il y va souvent, il aime beaucoup le pays. Il connaît très, très bien l'histoire de l'Algérie. Et donc ça l'intéressait, le sujet l'intéressait. Oui. Jean-Pierre Daroussin est très très bon aussi dans ce film, dans le personnage qu'il incarne, mais on sent que vous avez une tendresse particulière pour la sœur, pour Solange, jouée ici par Catherine Fro, et ce qu'elle, à distance, a dû aussi endurer, parce qu'elle a aussi été victime de ce silence, de ces silences. Oui, mais en plus, le film raconte plusieurs histoires, c'est-à-dire à la fois cette histoire de la guerre d'Algérie, le rapport qu'ils ont eu avec ça, mais aussi leur histoire personnelle avant, ce que c'était la vie dans les campagnes, qu'est-ce que c'est... Les hommes qui partaient, les femmes qui restaient. Aussi. Et donc le traumatisme de cette petite fille qui a vu partir son grand frère qu'elle aimait et voir revenir un sauvage. Et la formule, c'est qu'elle est sa part d'humanité. Ce que tout le village lui refuse, ce personnage de Feu de bois, c'est-à-dire l'humanité, c'est un ogre, c'est un monstre, c'est quelqu'un qui sent mauvais, qui fait peur. Elle se souvient qu'il a un prénom qui s'appelle Bernard, et elle est la seule qui l'appelle encore par son prénom. Merci, Lucas Bellevaux. C'est moi. Merci. Des hommes sort en salle ce mercredi. Merci mille fois à vous d'avoir été avec nous.